few moments, we're going to start the first plenary, but before that, a few words from me. Avec ceci, on va commencer notre première session. Mais avant de commencer, je tiens à dire quelque chose. Ce forum a été élaboré pour nous rassembler tous, pour que nous échangeons, nous parlons, et pour que nous ayons des points de vue communs en commun. Et ça a été élaboré selon un programme pour ce but. Et il y a une session plénière et ce sera une table ronde pour échanger des points de vue et de parler et de discuter, d'examiner des sujets d'importance. Et ça, il y a d'autres rassemblements ou dans les majlis où les interlocuteurs peuvent discuter des problématiques dans ce qui se rapporte au patrimoine, et quelles sont les entraves et les obstacles à surmonter et comment les pallier. Ce sera aussi des occasions pour échanger des idées sur des sujets spécifiques. Aussi, un autre majlis sera tenu pour discuter des thèmes plus régionaux. Et on s'attend à ce que dans cette séance, des questions de portée régionale seront discutées et en long et en large. Et voilà un peu le programme de nos jours, l'agenda de nos jours. Donc, je vous invite à participer. Maintenant, vous pouvez passer à prendre une pause de repos, puis on reprend notre session. Et la soirée, nous sommes tous invités à faire un tour aussi ici à Qasr Al-Husn. Et puis, on passe à prendre le dîner. Et le soir, on va aller au Louvre. Donc, je vous invite tous à nous joindre dans ces deux tours. Passons donc davantage des instructions de séance. Donc, vous êtes tous invités à rester dans cette séance plénière. Et quand vous prenez place sur la tribune, n'oubliez pas d'enlever les étoiles audio si vous les avez sur vous, et vous avez 20 minutes à parler. Et donc, comme un rappel, s'il vous plaît, laissez les outils d'audio à la porte avant de quitter. Et finalement, on vous invite à voir l'exhibition d'Alif à l'extérieur. Et si jamais vous avez quelque temps, vous pouvez passer voir l'exhibition. Et il y a bien des iPads à la porte dont vous pouvez s'en servir pour entendre plus d'informations ou d'avoir plus d'informations sur l'exhibition et ce que vous allez voir là-bas. Et voilà pour toutes les instructions. Et commençons par la première session. Et voilà, il y a 6 ans déjà, évaluons ce qu'Alif a réalisé jusqu'à présent. Donc, j'invite à la tribune Madame Katrina Chouitiava, Katrina Chouieva, Mr. Wen Diane Wen, Dr. Lays Majid Hussein,
Dr Samuel Sidibé, Dr Mariette Westerman et Mademoiselle Bénédicte de Montelor. Vous êtes le bienvenu. Donc, commençons par il y a 6 ans déjà, Alan. Ligne de réponse à la destruction du patrimoine. Ça a été marqué par l'inception ou l'établissement de Alif. Donc, il y avait des sentiments à ce temps-là qu'il y avait besoin d'un on peut parler aussi. Donc, Samuel Sidibé, si vous pouvez commencer avec vous. Et nous nous rappelons combien les biens culturels ont été ciblés. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'il est qu'est-ce qu'il est un peu la situation avec tous les événements qui sont déroulés et tout ça? Parole est de m'interroger sur la situation du Mali. C'est vrai que je me souviens encore en 2016, lorsqu'effectivement on lançait l'idée de la fondation, le Mali était donc au cœur du problème. Nous avions donc des attaques des djihadistes qui ont volontairement détruit les mausolées de Tombouctou, qui ont empêché donc les populations de pratiquer leurs traditions culturelles. Et on se souvient très heureusement de la mobilisation de la communauté internationale pour aider le Mali à réhabiliter son patrimoine et en particulier les mausolées de Tombouctou. La situation aujourd'hui n'est pas très différente, au sens où effectivement que le pays est encore dans une situation d'insécurité réelle. Le centre du pays, le nord du pays est encore sous une réelle menace donc des groupes terroristes. Le centre est depuis 2017-2018 est largement donc dans une situation difficile et récemment en 2017, c'est pas si récent que ça, ou 2019, nous avons assisté donc à des destructions massives de villages du pays d'Ogon, ce pays d'Ogon qui est situé comme patrimoine mondial. Il y a donc réellement une menace sur le patrimoine culturel malien et qui constitue aujourd'hui une préoccupation importante pour le Mali. Tant qu'effectivement on n'arrivera pas à améliorer la situation de sécurité, évidemment, le patrimoine sera toujours en danger. Il y a le danger de l'insécurité, le danger de la violence des terroristes, mais il y a également le danger donc de changement climatique. Le changement climatique est une réalité importante au Mali avec donc la désertification qui, pour beaucoup de régions, empêche donc les traditions culturelles donc, de continuer à vivre. Et il y a également donc, en particulier pour le pays d'Ogon, un déplacement important de population lié effectivement
à l'assèchement et peut-être aussi d'une certaine manière donc à une crise économique qui a poussé beaucoup de populations à se déplacer. Donc il y a de vraies menaces qui continuent à exister pour le patrimoine malien. Alors, Alif, fort heureusement, et je voudrais donc dire ici tout le bien que nous pensons de ce que Alif fait pour donc, le patrimoine malien, enfin pour le patrimoine des pays du Sahel, est intervenu donc après l'UNESCO sur donc, la réhabilitation donc, du tombeau des Askia. Vous avez vu des images ici. Ce projet est en cours, en développement, et je pense effectivement que les activités, après donc un peu d'incertitude, vont reprendre, je pense, dans les mois qui viennent. Ce travail-là va permettre donc de réhabiliter donc, le tombeau des Askia, qui est un monument construit depuis le 15e siècle, l'Askia Mohamed, dans une perspective de conservation durable. Et je pense que ça, c'est une chose extrêmement importante. Cette conservation durable qui va permettre donc d'associer les communautés pour faire revivre un certain nombre de traditions, qui va pouvoir permettre aussi de faire vivre un certain nombre d'éléments naturels, parce que je pense que pour ceux qui connaissent donc cette région de Gao, l'assèchement a fait disparaître tous les matériaux qui rentraient dans la construction de ces bâtiments. Donc le projet va permettre donc de créer des pépinières, de faire en sorte effectivement que certains matériaux puissent renaître, va permettre également de former les jeunes donc, à la restauration des bâtiments et donc ainsi de réhabiliter ce monument qui est aujourd'hui effectivement menacé à cause donc de fortes érosions liées aussi au changement climatique et qui ont abouti effectivement à l'affaiblissement du bâtiment. Je voudrais par contre cependant insister sur le cas du pays du Bandiagara. Alif intervient également donc, pour la réhabilitation de l'architecture de Bandiagara. Je vous ai dit que tout à l'heure qu'il y a eu de fortes agressions sur les populations donc, de cette région et au-delà donc de la destruction du patrimoine, il y a effectivement des violences absolues qui ont abouti donc à des assassinats massifs et à des déplacements de population. Alors le projet de Alif est extrêmement important dans cette région parce qu'effectivement, elle permet donc de faire en sorte qu'il y ait une résilience qui se développe au sein des populations. Et moi, j'ai tendance à dire que réhabiliter le patrimoine dans un contexte d'une telle violence, c'est au fond finalement pas seulement une question de patrimoine, c'est aussi comment le patrimoine, un projet de réhabilitation du patrimoine répare la vie. Nous avons des populations meurtries, complètement hagards, parce qu'effectivement, elles ont subi de réelles violences et que la question du patrimoine n'est pas seulement, dans des cas particuliers comme ça, une question de restauration de monuments, mais aussi c'est une question de faire en sorte comment les populations reprennent confiance avec l'avenir. Et je pense qu'Alif, par son aide au pays d'Ougon, a contribué pour les villages qui ont subi vraiment cette meurtrissure énorme, a contribué à donner un peu de confiance, un peu d'envie de vivre à ces communautés. Et ça, je pense que cette dimension, pour moi, est extrêmement essentielle, au-delà de la question donc, de la réhabilitation des monuments. Je voudrais vous remercier là. Thank you. Oui, merci infiniment. Vous touchez effectivement sur plusieurs points qu'on va explorer pendant la conférence. Et merci beaucoup d'avoir mentionné tout ça au contexte de Mali qui nous aide vraiment à penser en fait, c'est une situation, un cas qui touche sur voilà, les communautés, le climat charismatique, le conflit, l'après-conflit. Et c'est vraiment Mali, c'est Alif, et comme vous avez dit, aussi parce que Mali, Alif parce que Mali, entre autres. Alors merci beaucoup pour votre intervention. Dr. Laith, I would like to now ask you a similar question.
Vous demandez une question similaire. Maintenant, vous êtes le directeur et quand Daesh a ciblé les patrimoines dans votre pays, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels étaient votre sentiments et sur le point de vue personnel et comme citoyen irakien aussi, comme patriotique, quels étaient votre sentiments? Merci pour m'avoir donné cette occasion pour parler de ce point de vue. L'attaque de Daesh ou la guerre de Daesh contre l'Irak a été très violente et les effets nocifs de Daesh ont un peu ont eu l'effet sur les humains et la pierre en même temps. Donc, et les méfaits de Daesh, je crois qu'ils ont couvert toute la région entière. Je crois que ces patrimoines ont été mis sur la liste des patrimoines en danger, de la liste mondiale des patrimoines en danger vu les méfaits de Daesh et et comme vous avez dit, ils n'avons pas laissé de rien et donc pour définir l'héritage, c'est un peu l'héritage lui-même qui définit l'identité, cette harmonie de vie entre toutes les confessions en Irak et un peu c'est l'héritage, c'est une traduction, c'est une illustration, c'est un peu il y a bien, l'ALIF a mené plus de 25 projets à Irak depuis son inception. L'ALIF a construit un partenariat solide actuel avec l'Irak pour un peu pallier tous le terrorisme perpétré par Daesh. Et il y a eu ces relations de fraternité entre l'ALIF et les autorités irakiennes. On peut voir partout en Irak l'empreinte d'ALIF dans la reconstruction, dans la restauration de ce que dans la formation des cadres qualifiés et d'assurer la durabilité de ces sites et de ces monuments. Et voilà ALIF qui aide à présenter l'actuel visage ou la face, la véridique de l'Irak. On s'attend à ce qu'il y a plus de projets qui puissent protéger le patrimoine culturel de l'Irak. Aussi, et l'ALIF ne s'est pas contenté de ce que le Daesh a détruit, mais aussi il y a depuis 2 ans le plus grand palais qu'on appelle le Iwan des cités qui a tombé, donc, et ALIF a envoyé des experts et qui ont œuvré pour la conservation de ce patrimoine culturel dans la région. Et ils ont réussi au minimum à arrêter cette destruction et de conserver ce qui tient debout dans ces monuments. Dans la deuxième époque, comme deuxième projet, on va donc rebâtir ce qui a été démoli. Donc l'ALIF a pallié les attaques des terroristes, mais aussi à aller au-delà de cela pour restaurer ce que doit être conservé pour le patrimoine de l'Irak. Merci bien. Merci beaucoup
pour l'idée d'acte de Stephen qui a été présentée comme exemple et qui montre que ce n'est pas été victime des travaux de Daesh, mais c'est un endroit qui a besoin de protection. Et on a vu quelques photos dans la vidéo déjà présentées et vous allez voir peut-être dans la salle la présentation de cet endroit. Mais alors, merci pour vos commentaires et merci pour ces idées. Sans doute, nous travaillons de par la région, non seulement d'une façon individuelle, mais nous avons 25 projets avec vous et c'est pour cela que nous considérons ce partenariat de valeur. Je pense que l'Irak est l'un des plus partenaires qui profitent de cette fondation. Joyeux anniversaire, Alif. Nous sommes vraiment contents de travailler avec vous. Bénédicte, à vous maintenant. Vous êtes maintenant présidente et PDG du Fonds des monuments mondial des États-Unis. Vous étiez aussi conseiller de l'ambassade de France aux États-Unis. Vous avez aussi tenu une réunion dédiée à l'idée d'Alif. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus de cet événement et de vos vraiment sentiments vis-à-vis de ceci? Est-ce que ça marche? Je ne pense pas. D'accord, merci bien. Merci beaucoup, Sandra. Merci pour cette opportunité de parler dans ma capacité précédente quand j'étais ambassadrice. Donc, parlons un peu de l'histoire d'Alif. Oui, en 2016, en août, on a reçu un téléphone d'Alif pour organiser un événement dans 3 semaines. Je ne sais pas si à New York, vous avez jamais essayé d'organiser un événement en juste 3 semaines. C'est impossible. J'étais présidente et je voulais lancer une fondation pour la préservation du patrimoine culturel. C'était généré en fait d'un point de départ. C'était à cause de Palmyra, le temple qui a été en 2015 détruit. Et je pense, et à ce moment, nous avions besoin d'un mécanisme et ces mécanismes déjà présents n'étaient pas suffisants. ERA a joué un rôle très important en convainquant le président Hollande d'avoir un repère de Jean-Luc Martinez d'explorer que pouvons-nous faire pour protéger le patrimoine face aux actes terroristes. Et donc, ceci l'a poussé à nommer Jack Land et travailler avec l'UAE pour savoir que pouvons-nous créer. Et donc, l'Assemblée générale, en septembre, on a organisé cet événement. L'idée, c'était d'annoncer la création d'une fondation. Ce n'était pas nommé Alif en ce temps. Et donc, nous voulions $1 million et il n'y avait pas d'argent des donateurs publics et privés. Et ce n'était non seulement les gouvernements qui se sont réunis tout seuls, mais avec la société civile, ils ont travaillé. Et donc, là, on a décidé de créer une institution qui répond d'une façon urgente à la situation. C'était un exemple qui a poussé à ce que le temple d'Alif se crée. Et non seulement président Hollande, mais aussi le vice-président Joe Biden était aussi participant à cette création. Et l'idée, en fait, c'était de travailler rapidement pour préserver le patrimoine face aux actes terroristes. Et donc, je vais en parler en ma capacité actuelle. C'est un développement très, très intéressant d'Alif. Ce n'est pas seulement une fondation qui répond aux actes terroristes, mais d'une façon plus ampleur et à grande envergure, elle répond aux crises. Il y a d'autres éléments aussi liés à ce moment qui s'est tenu à New York et après la conférence d'Abu Dhabi. On a essayé de regrouper le conseil scientifique et d'experts d'un parcours international on a eu le plaisir de se réunir avec Mariette. Mariette était là et je l'ai rencontrée, ainsi que Richard à Washington. Donc, c'était aussi l'ambition d'Alif
d'avoir une organisation à grande ampleur, internationale, avec toutes les organisations du monde. Et finalement, je pense que ce qui m'a surpris à New York, c'était de voir l'enthousiasme, l'ouverture présente, parce que je pense que le monde vraiment a besoin de quelque chose, voulait que quelque chose se passe, voulait qu'une fondation se fonde et que nos partenaires se réunissent pour la faire une réalité. Oui, vraiment, c'est génial. C'est vraiment gratifiant de voir les actions d'Alif. Là, c'est l'élan qui a été lancé, ce dynamisme qui est toujours continu, cette énergie, cette réactivité, cette réponse rapide et même ce sentiment. Aujourd'hui, dans cette chambre, je pense que vous pouvez, dans cette salle, sentir cette énergie pour vraiment faire de ce travail une réalité. Et donc, après 6 ans, il y a toujours un sentiment qui existe et il y a ce sentiment qui, comme si, nous émouve. Merci beaucoup. Diane, maintenant, à vous la parole. Donc, la Chine était associée à Alif depuis le début. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pourquoi est-ce que le patrimoine culturel est essentiel pour la Chine? Et pourquoi est-ce que la Chine a décidé de se rejoindre à Alif? Oui, merci. Merci pour votre question, Sandra. Je vais répondre en français. D'abord de cette occasion pour exprimer ma sincère joie de me retrouver parmi la grande famille d'Alif. Vous me manquez vraiment beaucoup pendant ces 3 dernières années. Donc mon remerciement vont aussi à notre hôte de département de la culture et du tourisme du gouvernement des Émirats arabes unis et toute l'équipe du secrétariat de l'Alif pour une organisation impeccable de ce forum. Donc, pourquoi le patrimoine est une priorité en Chine? Je pense que la réponse est à la fois longue et simple. Oui, longue, car la Chine a une longue histoire de plus de 5000 ans sans cesse. Le patrimoine est de facto le vecteur de cette civilisation ancienne, le miroir de cette culture riche et l'esprit de cette nation résiliente. En fait, le patrimoine culturel constitue pour nous la fierté nationale qui nous identifie en tant que Chinois en majuscule. Simple, car la protection du patrimoine n'est pas une chose simple. Donc c'est pourquoi il faut le mettre en priorité pour mobiliser toutes les ressources politiques, économiques, financières, culturelles, humaines, afin de mettre le patrimoine à l'abri des destructions et des dégâts de tout genre, et de le transmettre à notre descendant d'une part, et de sauvegarder et de promouvoir la diversité culturelle mondiale d'autre part. Il a noté que depuis ces dernières années, grâce à une prise en considération sans précédent du président de la République vis-à-vis du patrimoine et à son leadership extraordinaire, la préservation, la protection et la valorisation du patrimoine culturel est devenue un consensus solide de grande ampleur au sein de la Chine, qui est en même temps politique, économique, culturel et entre autres social. Il est maintenant clair que pourquoi la Chine a décidé dès le commencement de joindre l'Alif, c'est d'abord grâce à une confluence des différentes volontés politiques du plus haut niveau de l'État en provenance des Émirats arabes unis, de la France, de la Chine et bien sûr de plusieurs pays dont les représentants sont réunis ici aujourd'hui dans la salle, tout comme 6 ans avant. Néanmoins, la politique n'est pas la seule raison. La Chine considère l'Alif comme une cause honorable de protéger les biens culturels en danger, de sauvegarder les mémoires communes de l'humanité, d'aider les gens en difficulté, irriguer les esprits consternés. Tout cela rejoint parfaitement à la tradition culturelle chinoise,
qui respectent de façon inhérente la générosité humaine et en pratiquent volontairement. La Chine veut s'immerger dans cette cause ambitieuse pour donner ses propres contributions à construire ensemble une communauté culturelle internationale avec un avenir partagé. Enfin, la Chine croit en la concertation et la coopération. L'ALIF est le bébé d'une concertation fructueuse et exemplaire entre différents États, organisations, institutions, fondations et entre autres individus remarquables. Nous sommes prêts à approfondir la coopération avec l'ALIF pour faire face non seulement aux défis traditionnels comme le conflit armé, le séisme, le vandalisme, le trafic illicite, mais aussi à de nouveaux défis du 21e siècle tels que le changement climatique, le big data, l'intelligence artificielle, etc., pour moderniser nos modalités et nos approches en matière de protection du patrimoine en danger, afin de mieux nous adapter avec ce monde en pleine mutation. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Thank you for... Merci pour vos commentaires. C'est intéressant de penser à tout ceci. Vous entendre parler des idéaux de la Chine en commun avec ceux d'ALIF et le fait qu'ils sont complémentaires. Et aujourd'hui, vous avez parlé aussi d'autres points qui n'ont pas été mentionnés. Par exemple, la lutte contre le trafic des biens, qui est une question très sérieuse et qui doit être résolue, ainsi que les nouvelles technologies. Et donc, merci pour ces deux nouveaux points mentionnés par vous. Merci. Maintenant, on a parlé un peu du contexte lié à la Fondation et les personnes qui étaient présentes. Maintenant, parlons du développement d'ALIF depuis ce moment. Mariette, vous êtes une professionnelle et vous étiez membre du conseil de la Fondation dès le début. Et comme Bénédicte a dit, vous avez vraiment participé dès le début à cette fondation. Après 6 ans de travail avec ALIF dans le domaine, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conclusions tirées du travail et de la gouvernance aujourd'hui et du bilan? Merci Sandra pour cette modération vers une très belle journée. C'est vraiment spécial, exceptionnel d'être ici dans l'UAE, dans Abu Dhabi, dans l'UAE, l'un des pays qui est fondateur d'ALIF avec le gouvernement de la France. Et avant de répondre à vos questions, je voudrais aussi remercier Bénédicte et rendre hommage qui a présenté, et aussi Jack Land, qui a représenté Jack Land avec une diplomate à New York qui travaille pour arriver à l'action, qui est le moteur d'ALIF. Vous avez vu en action Bénédicte. Bénédicte n'accepte pas le non. Elle vient. J'étais à la Fondation, je me souviens. Je n'étais pas dans cette position à Abu Dhabi. J'étais l'une des fondatrices et le gouvernement de France et d'Abu Dhabi a essayé d'amener ensemble un modèle de fondation pour faire face à la pandémie de la tuberculose, du VIH et la malaria, le paludisme. Et donc, il fallait vraiment répondre d'une façon efficace et rapidement à la situation. Et notre bureau à Genève, qui existait depuis plus de 20 ans, nous voulions utiliser le modèle global et le mettre en œuvre. Il y avait une protection, bien sûr, du patrimoine culturel, mais l'UNESCO est, par exemple, partenaire très essentiel. Mais nous savons ce que nous avons besoin aujourd'hui. Bénédicte a parlé des initiatives, elle a mentionné quelques points. Et donc,
C'était important en 2017, en décembre, à Abu Dhabi, de parler des avancées entre les deux pays, entre les leaders de par le monde et des organisations publiques, ainsi que la valeur de la fondation. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire quand on parle d'évolution. Les nombres que vous avez vus montrent, et on a déjà été dans plusieurs régions pour beaucoup de temps et nous travaillons dans plus d'une dizaine. Et on a entendu parler de projets liés, par exemple, au patrimoine en Ukraine. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'UNESCO, on parle de plus de 100 projets en Ukraine établis. Et donc, c'est en fait le fait de réunir les gouvernements et le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les experts, les sociétés civiles et les gens. ALIPH n'était pas créé pour remplacer d'autres entités. Non, c'est juste une valeur ajoutée pour vraiment répondre le plus vite possible. Nous ne travaillons pas ensemble, nous travaillons avec nos partenaires et parmi eux, beaucoup d'entre vous aujourd'hui sont dans la salle. Et donc, Son Excellence Mohamed Al-Mubarak a référé à un point très important et je voudrais ajouter la collaboration x3. Et nous ne pouvons pas faire ce travail individuellement et c'était une question et un objectif fondamental. Dernièrement, pour ce qui est de l'évolution dans nos discussions gouvernementales au sein de ce Conseil, on a commencé à voir d'une meilleure façon à quoi a besoin ALIPH ou l'urgence et aussi comment on peut garantir sa longévité. Et de même, les organisations, en tant qu'organisation de protection de patrimoine, nous devons travailler partout dans le monde. Nous devons renforcer tout le travail pour toucher tous les patrimoines culturels, tous les gens, toutes les religions, tous ces patrimoines pour nos souvenirs. Et comme Valérie, notre directeur exécutive, a dit, ceci nous aide et nous montre à voir d'une façon plus claire peut-être les modèles qui ont utilisé le patrimoine culturel en tant qu'arme. Je pense que notre mission est devenue plus claire aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui pour aider les gens à bâtir une paix et à avoir un développement durable. Et j'ai été vraiment touchée par le témoignage de cet homme qui a parlé des pertes dans la construction qu'il faisait dans la vidéo. J'ai été vraiment touchée et c'était vraiment fascinant de le voir en tant que professionnel à long terme. Je suis vraiment contente du travail d'ALIPH. Merci. Merci. Je voudrais vous remercier pour avoir souligné ce que mon travail est vraiment intitulé à faire des projets que nous lançons. Aussi, j'ai aimé le point que vous avez mentionné sur l'usage du patrimoine en tant qu'arme et la militarisation de ceci. Je pense que ça est devenu une cible et cette arme de guerre doit être arrêtée et doit être posée et discutée au niveau international et avec les partenaires que vous avez mentionnés pour être plus conscient de l'importance et de l'importance de ne pas détruire le patrimoine. Je voudrais maintenant donner la parole à Katerina. Merci pour votre participation et pour ce temps que vous nous avez donné. On apprécie votre participation. Vous venez, Katerina, d'un pays, l'Ukraine.
d'un pays qui est une priorité pour Alif aujourd'hui et l'a été durant les dernières années. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ou nous parler du travail avec Alif dans un contexte de crise? Et peut-être, est-ce que vous pouvez nous partager avec nous les idées liées aux demandes urgentes et comment est-ce que Alif a répondu à ces demandes? Merci. Ça marche? Ça y est, d'accord. Merci. Au début, permettez-moi de vous remercier tous et remercier la Fondation et Abu Dhabi ainsi que les autorités de l'Émirat arabe uni pour me donner le plaisir de participer. C'était une journée très longue et durant cette situation, c'est difficile de prendre quelques jours et participer à une sorte de conférence. Et c'est difficile pour nous de transmettre la voix. Je vais essayer vraiment de ne pas mettre toutes les idées dans un discours parce que je dois garder quelques idées pour la deuxième partie de notre session, mais un peu d'aperçu sur la situation en Ukraine et pour comprendre l'image en général. L'Ukraine a un grand nombre de patrimoine culturel, plus de 160 000 objets de biens intangibles et il y a aussi même des bons qui n'ont pas été découverts et plus de 12 000 de biens qui sont présents dans les musées nationaux et internationaux faisant partie d'une collection privée. Il y a aussi des documents d'archives et différents archives dans les organisations, etc. Et la liste est longue, plus de 200 000 musées municipaux et nationaux et municipalité. Et donc, quand l'innovation la crise a commencé, on a fait face à beaucoup de problèmes. L'histoire est aussi longue parce que quand la péninsule de la Crimée a été attaquée par la Russie en 2014, on a commencé, quand j'étais représentante de la société civile, on a lancé plusieurs initiatives et nous avons beaucoup d'organisations de société civile, des communautés professionnelles comme les ONG, comme les comités, etc. Et nous espérons fonder d'autres. Et donc, nous essayons là de travailler ensemble et de partager ceci avec l'État. Cette dernière année, je représente le ministère de la Culture et je dois avoir une compréhension de la situation. Nous voyons beaucoup de défis et des points négatifs et points un peu faibles. On a nous voulons garantir la durabilité d'un État, des agences d'État, des autorités au niveau local, etc., parce que l'occupation et l'invasion armée a commencé d'une façon très rapide et ce n'était pas attendu, c'était inattendu et imprévu de la plupart des gens en Ukraine. Et donc, on a vu des régions en danger. Aujourd'hui, il y a un déficit de professionnels parce que les professionnels ont quitté le pays et il nous reste un problème donc, dans ce domaine des musées délaissés où nous devons, par exemple, parfois évacuer les gens. Et nous devions aussi gérer cette protection et ces questions liées à la sûreté. Ce qui était important dès le début, c'est depuis le début de cette invasion à large envergure, de communiquer. Il y avait beaucoup de réunions en Zoom et beaucoup de communication 24 heures par jour, les 7 jours de la semaine. C'était important pour nous d'expliquer la situation, d'obtenir le soutien nécessaire et de faire de l'héritage ukrainien
au niveau national, visible à tout le monde. C'était un dilemme que les hommes politiques discutaient. Nous ne pouvons pas, par exemple, interdire la protection et annuler ce patrimoine. C'était important de montrer la richesse et l'ouvrir au monde. On a communiqué avec plusieurs partenaires en raison de ceci. Et moi, j'apprécie vraiment profondément, personnellement et de la part du groupe ALIF, parce que vraiment, je tiens à parler combien vous étiez flexible et compréhensible, flexible plusieurs fois. Et je la répète, flexibilité, flexibilité et flexibilité. Parce que quand il y a un tas d'attaques sur le territoire tout entier, le 24 février l'année dernière, on a su que chaque région est citée et à risque d'attaque. C'était une situation très difficile. Tout s'est détruit en 1 minute, pas d'endroit sûr dans la région. Et c'était vraiment important quand on a commencé à négocier et à faire ce dialogue pour avoir un soutien financier. Nous voulions être très flexibles parce que même il y a des membres de notre petit groupe lié au patrimoine culture au sein du ministère étaient dans d'autres régions dans ce même jour. Et pour les 2 mois à venir, il y avait des gens qui étaient en ligne, en parlant en ligne chaque jour avec des membres de l'équipe qui cherchaient un abri. Ils n'avaient pas d'Internet, ils voulaient un refuge. Il n'y avait que des bombes qui tombaient et qui... ils étaient donc tout était en train d'être bombardé et donc la machine de bureaucratie existe toujours en dépit de la guerre et on devait être flexible et je répète chaque fois durant cette année une seule façon de protéger pour protéger les biens tangibles et intangibles, c'était juste à cause ou grâce à la coopération équilibre entre les États, les autorités aussi, les organisations non gouvernementales et le secteur privé. ALIF est l'un des partenaires très essentiels, très ouvert, et très amicable, très flexible, parce en voyant le nombre de ces objets et de ces institutions que nous devrions protéger, ALIF a soutenu plus de 160 institutions en Ukraine, directement ou indirectement, par le biais d'ONG ou de fondations territoires qui opéraient au sein de ce fonds. Et c'était la seule façon de réaliser et de faire les efforts nécessaires, sachant que les biens sont très énormes, plus de 3 millions et 200 000 euros. C'était ça à peu près le coût. Et donc, je ne peux pas parler de ceci d'une façon ouverte, mais beaucoup de processus d'évacuation ont été organisés grâce à ce soutien. Vous nous avez aidés à vraiment sauver tous ces objets et à vraiment faire les gens sentir cette durabilité. Et nous sommes vraiment... nous apprécions vraiment votre soutien et reconnaissant pour ceci. Je voudrais remercier Son Excellence Mohamed Al-Moubarak qui nous a aidés à travailler à temps
Et non seulement durant la guerre, mais aussi après. Il a dit que, par exemple, il faut travailler maintenant sans s'attarder. Et donc, c'est pour cela la coopération avec la Fondation est profitante, tout genre de soutien, que ce soit financier ou autre. Ce n'est pas l'argent qui compte, mais la responsabilité et l'efficacité. Prenant en considération que l'argent des donateurs publics et privés est nécessaire. Investir tous ces fonds dans l'endroit propre et spécifique est important parce que le futur dépend de ce travail et de nos choix aujourd'hui. Et donc, merci. Et j'en parlerai des détails plus tard. Merci. Merci pour nous avoir expliqué tout cela d'une telle façon si concrète dans ce moment où il y a cette où vous vous réveillez le matin et vous voyez tout votre pays dans une situation aussi critique et avec tous ces changements et tous ces risques dont donc je crois que Dr. Aswell qui était avec nous à la téléphone pour 1 heure et qui pour parler pour que nous soyons toujours flexibles dans notre et ça voilà un peu et voilà vous avez le soutien depuis Genève pour vous apporter de l'aide et c'est voilà un peu l'esprit d'Alif qui a pris naissance en New York et voilà l'histoire et l'évolution de tout ce que nous essayons de réaliser ensemble. On retourne à vous dans quelques minutes, puisque l'Ukraine est une priorité pour ILAF. Vous avez parlé de plusieurs projets qui ont été menés ensemble, en commun, en Mossoul. Et docteur, est-ce que vous pouvez nous parler de ce partenariat et quelle est la forme des réponses et des interventions. Et il y a déjà 1 an que la situation en Ukraine est devenue une priorité. Donc, vous pouvez nous parler de cette relation, de cette avec la situation en général à travers le monde. La relation s'est développée d'une façon réelle avec Alif. Alif est connue comme étant une organisation et une fondation sérieuse. Elle a une réponse très rapide à les défis ou les problèmes dont l'Irak a été témoin, mais l'effet essentiel qu'ils ont laissé et leur présence dans la région, l'Alif est présent dans le Mossoul et les projets se concentrent là-bas. La plupart des projets prendraient fin, je crois, dans quelques temps, et je crois que ça va laisser une empreinte durable dans la région. Cette région qui était victime du terrorisme, le terrorisme qui a essayé de défigurer l'histoire de ce pays. Voilà, Alif qui contribue à ressouffler la vie dans les seins des communautés locales et tous les travaux d'Alif et
de bâtir les capacités des cadres dans la région et cette durabilité réelle de la vie ou du travail de l'ALIF dans la région. Donc, on a une nouvelle génération, une génération jeune qui aime et ALIF est l'un des points d'étirement du travail d'ALIF et de partager la connaissance et de développer des cadres. Et quand ALIF quittera cette région et qu'on a parlé de la maintenance et de la restauration du musée du Mossoul, quel sera le rôle d'ALIF après que ces travaux prennent fin. Donc, on s'attend à avoir une réponse concrète sur le rôle d'ALIF. Donc, après avoir fini ce projet, on s'attend à ce que ALIF a un rôle actif d'enseigner davantage et de sensibiliser et de construire les atouts et les atouts des cadres. Dans 2 à 3 années, les résultats seront formidables. ALIF a prêté la main et a aidé tout. Et vous n'avez pas hésité à aller au-delà de nos demandes et de contribuer à développer la localité et aussi à financer même les contributions financières. Même ont allé au-delà de leur, si on peut dire, limites temporelles, et ils ont été flexibles, ils ont été capables d'appréhender la nécessité de la place elle-même. Donc, il y a bien d'autres locations dans l'Irak. À Bagdad, et on a beaucoup d'endroits historiques et il y a bien des monuments culturels et de l'héritage. ALIF a saisi l'occasion et après que nous avons soumis nos demandes et où ils ont appréhendé l'importance de ces endroits et ils ont contribué à émettre une stratégie pour pouvoir maintenir et conserver la valeur de ces endroits. On a une place au centre de Bagdad. Dans cet endroit, il y a des problèmes avec les eaux souterraines et pour pouvoir pallier à ce problème, on a utilisé les experts envoyés par Ali pour pouvoir trouver une solution. Cette solution qui est pour pouvoir mettre fin à ce problème. Donc les solutions apportées par Alif sont des solutions durables et aussi quand on parle de la place Al-Madain ou les cités ou les Iwan Kisra, c'est un endroit très très beau. Il est très lié aux communautés locales. Alif a une stratégie à long terme. Ils ont déjà mené une opération de secours et ils ont fini la première étape. Ils ont entamé déjà la deuxième étape pour compléter la construction de l'arc et pour établir un musée et restaurer le bâtiment du musée qui est déjà là, mais pour le restaurer. Donc cette dimension apportée ne se contente pas du niveau restauration, mais aussi de souffler de la vie dans la région. Et voilà, c'est un travail. Ce n'est
donné et ces travaux aura une valeur durable et touristique et qui va créer des mouvements touristiques dans cette région. Donc, cette longévité et cette durabilité apportée à ces lieux les ont transformés en une destination touristique. Et voilà, c'est promettant pour toute la région. Voilà, c'est un exemple de maintes exemples. Aussi, les églises, la destruction ne se contentait pas des mosquées, mais aussi des églises. Et Alif mène des travaux de restauration de plusieurs églises pour rafraîchir ces bons sociaux, aussi les liens sociaux entre les communautés. Et voilà un peu le point focal de la vision réelle à long terme d'Alif et de renforcer les liens entre les communautés au sein de l'Irak. Merci. Merci, Dr. Leys. Et en parlant de Mossoul, il y a un projet très important avec l'aide de nos partenaires et pour penser, j'apprécie vos commentaires puisque vous avez un peu touché au futur et à le futur des projets qui doivent être entamés. L'un de nos premiers projets que nous avons menés avec vous, avec d'autres partenaires comme le Louvre et d'autres, et il est peut-être le temps est important pour penser qu'est-ce que sera notre rôle et aussi la technologie qu'on doit apporter et quels sont les bénéfices de cette technologie pour la population, de la population locale qui travaillait dans le musée et pour le musée, et quoi c'est une des questions qui sera à discuter et l'une de notre responsabilité de protéger l'héritage. Donc Bénédicte et en tant que votre rôle que le président du Fonds des musées mondial, vous êtes un partenaire crucial pour Alice et pour Alif. On a déjà mené plusieurs projets ensemble. Est-ce que vous pouvez nous parler de la nature de ce partenariat et est-ce que vous pouvez parler aussi quels sont les changements dont fait témoin un peu le site où que connaît le secteur de l'héritage à travers le monde. Thank you. Merci pour m'avoir donné cette occasion que je crois que nous sommes tous pour apporter de l'aide et donc pour répondre à votre question en bref, ma organisation, c'est notre rôle est d'apporter du financement et si on compare entre la culture avec les ressources naturelles. On sait qu'il y a des organisations mastodontes qui peuvent apporter des milliards de dollars. Donc il y a bien des ressources naturelles qui disparaissent et ne sont pas renouvelables. Et je crois que tous doivent être mobilisés. Donc le rôle d'Alif est de financer, de trouver des financements, des sources de financement. Et je crois que le risque ou l'importance est de porter ce soutien dans les régions sous conflit. Et je crois que la différence créée par Alif est qu'elle apporte de la magie. Vous pouvez aller aux endroits, apporter du soutien et aussi de bâtir des partenariats. Et je crois que c'est très important pour l'Ukraine. Ça a été la tâche a été facile pour apporter du financement, mais peut-être c'est de même similaire à apporter d'autres financements avec la réputation d'Alif et les efforts qu'elle apporte. Donc, le rôle d'Alif, donc, on peut le voir sous plusieurs perspectives. À Yémen, même avec le conflit et avec l'insécurité qui est dominante, on
On travaille à restaurer le Hammam al-Muzaffar, le palais de l'imam, aussi pour créer un manuel ou des principes directrices pour le futur. Et si on est très actif à travers nos partenaires yéménites. Et le deuxième point est qu'est-ce qu'il faut faire après la prise en fin des projets. Comme le Dr. Leys a déjà mentionné, il faut apporter du design pour les mausolées au Mossoul et cela. Donc, il y a bien des formes de contribution et il y a bien des manières en temps de conflit. Il y a plusieurs formes d'attaque et de ciblage de ces monuments. Et voilà, ici vient le rôle ici vient le rôle d'Alif de considérer le Mossoul comme étant un milieu centre de développement et de la restauration de tous les monuments. Je crois que Alif a peu contribué, même pas non pas seulement dans Mossoul, mais aussi dans des endroits plus petits, qui ont moins d'importance, comme les shrines de la communauté yézidite. Donc, tout ça doit être inclus et doivent être listés sur la liste des monuments mondiaux. Mais aussi, il faut vérifier que la signification et la représentation et la signification et l'importance que représentent ces monuments pour les minorités dans la région et qui sont les minorités vulnérables. Et nous connaissons que les Yézidis ont été victimes d'attaques et il faut donc prendre aussi en considération ces monuments pour permettre à ces minorités de revenir. Et Alif aussi est engagé à terme plus long dans des zones de conflits et ça nécessite une diplomatie plus à long terme. Et à la frontière arménienne turque, il y a bien des hostilités. Il n'a pas eu de hostilités à présent, mais il y a des groupes de travail là-bas qui comprennent des Arméniens et des Turcs. Et ça signifie que même quand il y a des tensions politiques entre les deux pays, à travers l'héritage et le patrimoine, avec le dialogue concernant ces ruines et ces monuments, il y aura bien des dialogues qui naissent entre les deux pays. Donc, je vous remercie et je remercie Valérie aussi pour la tâche, que ce n'est pas difficile d'être le leader de ILAF. Et tout ça, tous ces projets, toutes ces réussites qu'on a fait, c'est un peu grâce à lui et grâce à la vision de Alif et la responsabilité aussi d'exécuter cette vision. Et merci pour Barry aussi et pour le groupe de travail qu'il a déjà réuni. Donc, il est très difficile de trouver à travers le monde les meilleurs experts et je crois qu'il a réussi dans sa tâche. Et merci. Merci pour être si éloquente à nous expliquer notre rôle moderne dans la conservation, dans l'usage du patrimoine pour bâtir la paix et construire la paix. Et je crois que merci pour votre contribution. Et finalement, j'aimerais demander à Samuel Dayan et Mariette. Et on commence avec vous, Mariette, pour parler des leçons qu'on a conclues de notre travail dans le passé et à présent. Et est-ce que vous pouvez nous donner un résumé de ces leçons à prendre avec nous pour le futur? Merci Sandra, merci Excellence Katrina pour mettre l'accent sur la flexibilité. Et je crois que ce n'est pas typique pour nous les Français. Je crois que les leçons, les meilleures leçons
à travailler avec cette comité scientifique formidable et que comment penser de façon constante à ce que comment trouver des financements pour nos travail et puisque notre réponse a été immense en ce qui concerne la discussion des monuments en Syrie et en Irak. Et il faut peut-être de façon et je crois, mais à commencer en sautant au vif de ces travaux de reconstruction, on constate ou commence à assimiler l'importance des gens qui ont bâti, les gens qui ont vécu avec et les gens qui ont besoin de ces monuments pour soutenir leur vie ou pour assurer leur tradition et d'autres. Donc, on commence à débloquer les points, les conflits concernant et les points de ces objets, et on commence à voir ce qui se passe dans des pays d'autres, dans le centre de l'Asie, et quelles sont les techniques et la formation des personnes, les personnes qui prennent soin de ces monuments à travers leur travail et savoir leur pratique et leur vie, et les gens qui permettent à ce travail de prendre soin. Donc, tout ça a été mis en place, mis en œuvre avec les groupes de travail d'Alif. Il faut pour pouvoir travailler ensemble, on a besoin de plus de financement, et c'est le vice-président de Alif, aussi, comme a dit Mohamed Moubarak, il a mis l'accent sur cette coopération, et on s'attend à ce que Alif prend un rôle plus grand, puisque les sociétés modernes s'enseignent et sensibiliser davantage sur le rôle, sur l'importance de monuments. Il faut apporter ces enseignements aux enfants dans les écoles, dans les universités, pour on se concerne pour pouvoir préparer les citoyens à prendre à mettre de la valeur ou à assimiler l'importance de ces vestiges du patrimoine. Et je crois qu'on a déjà un peu vu des efforts déployés dans cette direction, et j'attends à voir davantage. Merci. Actuellement, Alif a un grand réseau international de protection du patrimoine culturel en Péri. Donc, si elle a commencé avec très peu de projets au Moyen-Orient et en Afrique, elle mène aujourd'hui près de 180 projets dans 31 pays sur 4 continents. Donc, je ne vais pas être sévère vis-à-vis de mon port, et je donne seulement une proposition. C'est-à-dire, il faut des efforts plus importants pour la promotion et la communication de l'ALIF au niveau mondial. Depuis 6 ans, l'ALIF a toujours respecté à la lettre le principe d'action internationale pour pouvoir attirer plus d'acteurs à joindre leurs efforts. Et néanmoins, et par contre, peut-être à cause de ma lassitude, les institutions culturelles chinoises connaissent très peu l'ALIF. C'est pourquoi il n'y a quasiment pas d'opérateurs chinois qui ont l'opportunité de travailler pour l'ALIF. Je pense que c'est une lacune regrettable. Donc nous sommes prêts à travailler en concertation avec l'ALIF pour la promotion de son image en Asie, surtout en Asie orientale, et pour que celle-ci puisse être connue par plus de pays et de régions, et par la suite qui souhaiteraient devenir à la fois acteurs et bénéficiaires de l'ALIF. Voilà. Merci. On est là, on est prêt à discuter. On se réjouit de travailler plus ensemble. Merci beaucoup. Merci. Samuel. Je ne vais pas répéter donc ce que certains ont déjà dit sur la question, donc la flexibilité. Je pense que
Alif, de ce côté-là, est un modèle et j'espère effectivement qu'Alif va continuer sur ce modèle donc, de flexibilité. Et j'en veux pour preuve toutes les interventions que Alif a faites au niveau des musées de la sous-région en particulier à travers donc, ces programmes d'urgence. Je voudrais aussi dire ce que je pense de la nécessité d'être plus communicatif sur Alif. Alif intervient dans de nombreux pays, mais c'est vrai qu'il y a un effort de communication, un effort de relation entre les communautés et le travail d'Alif à faire. La chose la plus importante pourtant que je voudrais dire, c'est que, et Alif le fait déjà, je pense qu'il est important que Alif ne se concentre pas sur la question du patrimoine physique, que la question du patrimoine immatériel est une question extrêmement importante. Dans des zones comme les nôtres, où le bâti n'est pas forcément la base du patrimoine, le patrimoine immatériel est quelque chose d'extrêmement important. Dans les zones en conflit, les menaces les plus importantes sont aussi sur le patrimoine immatériel. Et je pense que l'intervention d'Alif pourrait aller davantage dans ce domaine avec effectivement des stratégies de prévention plus fortes. Moi, je vois comment donc le Mali est dans une situation, on ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir. Hein. Je veux dire que la situation est extrêmement difficile, on va s'en sortir peut-être dans 10, 15 ans, etc. Donc, en ce moment-là, la question de la prévention devient une question essentielle. Donc, je pense effectivement que le travail d'Alif pourrait s'orienter davantage sur la question du patrimoine immatériel, parce que dans certaines régions, c'est ça qui est essentiel. Et de l'autre côté, je pense que la question de la prévention est une question essentielle pour éviter effectivement que dans les zones où les conflits sont des conflits qui sont récurrents, durables, que la prévention soit effectivement un axe de travail important. Très bien, merci beaucoup. Merci, effectivement. Katerina, I would like to give you the... Katerina, j'aimerais vous donner la parole pour la dernière question dans cette séance plénière. Quelles sont les leçons ou les directives que vous pouvez donner à Alif? C'est une question très difficile. On a besoin de quelques temps pour y penser. J'aimerais mentionner après ces discussions que peut-être un jour les chercheurs et les scientifiques peuvent peut-être mettre une dissertation là-dessus ou une recherche. Je crois qu'on a une longue et une évolution et maintes moyens pour conserver le patrimoine. Il est difficile pour moi maintenant de les mettre en mots, ou mais je crois que c'est une journée très officielle et je dirais concrète, mais il faut un projet qui doit être axé sur des objectifs fixes, non pas seulement sur la population et la communauté, mais sur les gens. Et c'est un processus qui se bâtit sur une approche mondiale d'un écosystème mondial de la protection du patrimoine. Et dans le passé, dans mon pays, par exemple, et je crois que dans d'autres pays aussi, il y a des États qui étaient responsables. Ils ont nommé des personnes en charge de ces objets, de la gérance et de maintien et tout ça. Donc maintenant, on arrive à un temps où adopter un autre modèle de la développement de cet écosystème. C'est un défi. C'est pas difficile, mais je crois qu'on n'a pas d'autre. C'est l'un des
c'est l'un des moyens les plus efficaces pour, non pas seulement pour protéger, mais pour bâtir pour l'avenir, et que je crois que c'est l'un des choses les plus significatives dans parce qu'on peut voir, on peut mettre la pierre fondatrice de nouveaux écosystèmes. Je crois et aussi il faut penser et examiner et voir, évaluer comment ça va progresser. Donc, ce n'est pas une directive ou une ligne directrice, mais on est focalisé, on est plus axé sur les gens, puisque sans les gens, on ne peut rien faire. Et ce forum, un tel forum où il y a des discussions analytiques sur des sujets, ça doit être ouvert pour tous pour discuter les meilleurs moyens d'évoluer. Merci pour m'avoir donné cette occasion de discuter et de vous rencontrer. Je crois que ce forum ne doit pas être tenu chaque 6 années seulement, mais chaque 2 années. Et merci. Merci. C'est une bonne. Avec avec cela, on termine cette session et on passe à une pause café. On sera de retour dans 15 minutes pour discuter l'effet du climat et du changement climatique. Merci.